Merci Gilbert, merci de la présentation et merci de l'invitation aussi. C'est une invitation qui essaie de réparer un incident au mois de décembre. Je devais venir le 10 décembre, il y a eu une tempête de neige, donc on a remis ça 4 mois plus tard. Avant de commencer à parler du panda, justement, je veux, à chaque fois que je donne une conférence, les gens qui savent que j'ai écrit une couple de livres me demandent est-ce que tu as des copies de ton livre, est-ce qu'on pourrait voir. Alors, j'en ai apporté ici des copies des 3 derniers livres. Il y en a un qui s'intitule Mystère sans magie. C'est sur la science en général et entre autres une cinquantaine de pages au début sur les relations science et religion. Le deuxième qui est paru l'an passé, en 2013, c'est un échange, une correspondance avec un jésuite, entre donc un naturaliste scientifique athée et un jésuite donc croyant, sur les grandes questions existentielles. Qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, que penser des miracles, que penser de l'âme, qu'est-ce qu'une vie réussie, etc. Autrement dit, toutes des questions auxquelles on ne peut pas répondre facilement, mais on a fait l'exercice quand même d'essayer de répondre et de montrer les deux discours distincts. Et le dernier, qui est publié en 2014, publié en France, mais j'ai quelques exemplaires disponibles ici, sur les aspects philosophiques de la science. Donc, un scientifique qui ose parler de la philosophie de la science en amateur. Un philosophe amateur, mais un scientifique qui a travaillé en science. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, ils sont là à prix d'amis. Donc, voilà. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler du grand panda. Quand on parle d'un animal, en général, que ce soit un animal ordinaire ou une vedette comme le panda ou les tigres ou les éléphants ou les requins, il y a deux façons d'aborder le sujet. La première, c'est de faire simplement une description de l'animal. Comment il est fait, quelle est son anatomie, qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il vit, etc. Donc, une façon de répondre à la question la plus simple qu'on se pose en science, la question « quoi ». L'autre approche ou l'autre discours qu'on peut avoir, c'est un discours beaucoup plus compliqué où on essaie d'expliquer l'animal, de répondre à des questions comment et pourquoi. Comment il fait pour faire ces choses-là, pourquoi il est comme ça, etc. Dans ce deuxième type de questionnement, les réponses sont beaucoup plus frustrantes que dans le premier. C'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus frustrant, encore une fois, d'arriver à des réponses qui sont adéquates parce que c'est beaucoup plus compliqué que simplement d'écrire. Dans la plupart des documentaires qu'on voit à la télé sur les animaux, on se contente de décrire, parce que c'est ce qui est facile et c'est ce qui flash. Alors, par exemple, dans le cas du panda, je suis sûr que vous connaissez déjà plein de choses sur le panda. Répondre à la question « quoi » à la première question, c'est de faire des descriptions, ça permet de procurer de la connaissance. C'est la mission mineure de la science. Essayer d'expliquer, répondre à des questions « comment » et « pourquoi », ça correspond à la compréhension. Ça, c'est la mission majeure de la science, donner des explications, expliquer comment ça marche et pourquoi c'est comme ça. Ça, c'est la plus grande des missions de la science. Le panda est justement un beau cas pour essayer de faire cet exercice-là, parce que c'est un animal facile à décrire, c'est un animal qui flash. Je suis sûr que vous connaissez plein de choses sur le panda, mais ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, c'est d'expliquer le panda. Pourquoi il est comme ça. Et c'est d'autant plus intéressant d'essayer d'expliquer le panda que c'est un animal difficile à expliquer. C'est un animal compliqué. Il y a beaucoup de mystères autour du panda. Bon, avant d'aller plus loin, je fais un petit détour à caractère un peu théorique pour situer ma présentation dans un contexte de la biologie évolutive un peu plus large. En biologie évolutive, donc biologie de l'évolution en général, il y a 4 grands phénomènes qu'on essaie d'expliquer. Le premier, l'origine des espèces. Et ça, c'est ce que Charles Darwin appelait le mystère des mystères. Pour lui, c'était le plus grand mystère à solutionner, d'où viennent les espèces, une espèce nouvelle. Deuxième phénomène, l'évolution des espèces, c'est-à-dire la transformation des espèces dans le temps. Comment ça se fait et pourquoi ça se fait comme ça. Troisièmement, l'adaptation des espèces. Et ça, c'est un phénomène absolument remarquable, puisqu'on le constate quand on fait les observations dans la nature, toutes les espèces sont adaptées à leur milieu. Donc, c'est un phénomène évident et important à expliquer. Et enfin, la biodiversité, ou la diversité des adaptations. Comment ça se fait qu'on a autant d'espèces différentes, alors qu'il pourrait y avoir un petit nombre d'espèces de chacune de 12, 15, 20 catégories? Pourquoi est-ce qu'on a autant de diversité? Bon, sauf dans quelques cas exceptionnels, ces 4 phénomènes ne peuvent pas être étudiés par la méthode scientifique traditionnelle, qui est la méthode expérimentale. On ne peut pas facilement faire des expériences pour étudier l'évolution, l'adaptation ou l'origine.
soit parce que le phénomène est trop gros, par exemple tout un écosystème dans le domaine de l'écologie, soit parce que le phénomène est trop lent, comme la plupart des phénomènes d'origine, d'émergence et d'évolution, soit parce que le phénomène en question est complètement passé dans le cas de l'origine. L'origine, ça s'est fait il y a longtemps, et on n'était pas là pour l'observer. Donc, comme on ne peut pas utiliser la méthode expérimentale, qui est la méthode la plus puissante en sciences, pour ces phénomènes, on utilise une autre méthode qu'on appelle la méthode comparative. C'est une méthode qui, au cours des 50 ou 40 dernières années, s'est développée considérablement, puis est devenue aussi solide scientifiquement que l'approche expérimentale. Donc, c'est la méthode que je vais utiliser pour essayer d'expliquer le panda. Je m'intéresse au panda depuis, j'ose pas dire le chiffre, là, mais depuis 45 ans. C'est-à-dire depuis un cours gradué que j'ai fait en biologie à l'Université de Calgary, où je faisais mon doctorat. Je suis conscient que la plupart d'entre vous, 45 ans, ça c'est juste après les dinosaures ou dans la dernière destination, ça fait très très longtemps. Donc c'était le déclencheur de mon intérêt, un cours gradué en anatomie comparée, où le prof s'intéressait beaucoup au panda, puis nous avait introduit la littérature sur le panda. Maintenant, d'où vient mon expertise, le peu d'expertise que j'ai pour parler du panda? Ça ne vient pas évidemment seulement de ce cours-là. D'abord, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'étudier le panda sur le terrain en Chine. J'aurais bien aimé, mais c'était trop compliqué, trop onéreux. Par contre, j'ai eu la chance d'observer des pandas vivants dans 2 jardins zoologiques, le zoo de Vincennes à Paris et le zoo national de Washington. Donc, pendant quelques jours, j'ai observé les deux. Mais surtout, j'ai fait des mesures de crâne de pandas et des 7 autres espèces d'ours sur la planète dans une vingtaine de musées d'histoire naturelle en Europe. Donc, mon expertise vient surtout de la comparaison de la biomécanique de la mastication chez les ours. Donc, vous avez la chance aujourd'hui de rencontrer le seul expert de la biomécanique de la mastication chez les ours. Ça n'intéresse personne. C'est un sujet qui est absolument fascinant pour étudier l'adaptation en général, comment la sélection naturelle fonctionne. Et vous allez avoir un peu une illustration de ça dans ce que je vais vous raconter sur le panda. Et puis, évidemment, je connais la littérature sur le panda, à peu près tout ce qui a été publié sur le panda depuis un siècle et plus. Bon, maintenant, pour comprendre les adaptations d'une espèce, ce n'est pas une bonne idée du tout d'essayer d'expliquer un aspect seulement d'une espèce, donc en pièces détachées. On ne peut pas comprendre un animal si on regarde juste un aspect en particulier. Il faut regarder l'ensemble, puisque l'espèce qu'on observe est un tout cohérent, produit par l'évolution par sélection naturelle, et tout est lié dans cet ensemble-là. Alors, c'est pour ça que pour expliquer le panda, vous allez voir que je vais parler de son anatomie, de sa physiologie, de son écologie, de sa relation avec les congénères, de sa relation avec son milieu naturel, et c'est important d'avoir tous ces aspects-là ensemble pour pouvoir comprendre l'animal. On ne peut pas expliquer le panda juste en regardant ses dents, ou juste en regardant sa fourrure, ou juste en regardant sa digestion. Il faut voir l'ensemble. Puisque l'animal est un ensemble fait d'un grand nombre d'éléments indissociables, on ne peut pas comprendre le panda si on utilise juste un élément. Donc, c'est pour ça, par exemple, dans le cas de la biologie ou de l'origine de l'homme, si on vous dit, on va vous parler de l'évolution de la main, on ne peut pas parler de l'évolution de la main sans parler de l'évolution des pieds, sans parler de l'évolution des bras, sans parler de l'évolution du fémur, du bassin, de la colonne vertébrale, puis du crâne. Il faut tenir compte de tout parce que tout est lié. Alors, c'est pour ça qu'il faut parler du panda, essayer de comprendre. Vous allez voir que je vais l'utiliser d'un sujet à plusieurs aspects de cette biologie. Bon, un premier caractère intéressant du panda, c'est que c'est une espèce qui est un spécialiste. Par comparaison avec un ours noir d'ici, qui est un généraliste. L'ours noir d'ici est un animal ordinaire, est un ours ordinaire, alors qu'il n'y a rien d'ordinaire au sujet du panda. Tout est extraordinaire au sujet du panda. Le grand panda, en plus, est un spécialiste dont les spécialisations sont très surprenantes, comme on va le voir, et dont les spécialisations semblent condamner le panda à l'extinction. Il y a plusieurs auteurs qui vont nous dire ça. Comme si le panda était mal adapté. C'est pour ça que dans le titre de la présentation, j'ai dit « Est-ce que c'est une espèce mal adaptée? » Point d'interrogation. Et comme si ces problèmes d'adaptation, c'était comme des erreurs de la nature, comme si le panda était une erreur de la nature. Il y a beaucoup de littérature, particulièrement de vulgarisation, qui parle dans ces termes-là. Et il y a 2 autres exemples que je peux vous citer, que vous connaissez peut-être, dont vous avez entendu parler, où on utilise la même argumentation pour dire, voilà, c'est des espèces qui sont hyper spécialisées dans un domaine, et c'est ça qui expliquerait leur extinction. Alors, mon premier exemple, c'est ce qu'on appelle le mégalocéros, le cerf d'Irlande,
qui est un grand cerf qui est disparu il y a à peu près 10-12 000 ans en Europe, et qui avait un panache absolument gigantesque. Alors, vous le voyez le comparer au daim fauve, qui est un animal à peu près de la taille du cerf de Virginie, et comparé à un orignal. L'orignal a déjà un panache immense, mais le Mégalocéros avait un panache très, très grand, beaucoup plus grand, et était à peu près de la taille corporelle de l'orignal. Il y a beaucoup de gens qui continuent à le dire encore aujourd'hui. Il est disparu parce que ses roues étaient trop gros. Donc, la sélection naturelle s'était comme trompée, il était mal adapté. Et le deuxième exemple classique du même genre, c'est le Smilodon, qui est le tigre à dents de sabre. C'est le même genre de tarpiment. C'est un animal qui avait la même taille qu'un tigre ou qu'un lion actuel. J'ai un crâne de lion ici qui permet de comparer. Le crâne d'un lion actuel du tigre à dents de sabre est de la même longueur, mais les canines du tigre à dents de sabre étaient énormes. Et vous allez avoir plein de gens dans la littérature qui disent qu'il est disparu parce que ses canines sont devenues trop grandes. Ça lui a nuit, la sélection naturelle s'est trompée, une erreur de la nature, c'est ce qui explique l'extinction. On dit un peu la même chose du panda à cause de ses adaptations, comme je vais raconter tantôt. Bon, moi, j'adore parler du panda parce que, justement, c'est un animal qui est plein de surprises. Bon, là, je vous signale, j'ai une diapo ici inutile qui va revenir plusieurs fois dans la présentation. C'est une diapo de transition. J'ai rien à dire sur ce que la discussion à l'écran présentement, donc vous pouvez méditer sur la photo, là, écouter à votre choix. Donc, c'est une photo qui va revenir pour rien, plusieurs fois dans la présentation. Bon, j'adore parler du panda parce que le panda est plein de contradictions apparentes. Bon, il faut d'abord rappeler qu'il existe deux espèces de pandas, comme vous le savez peut-être, le grand panda dont on parle et le petit panda ou le panda roux. Le grand panda est tellement inusité que depuis qu'on a fait la découverte du grand panda en Chine, c'est un biologiste religieux qui s'appelait le père Armand David en 1869 qui a découvert le grand panda en Chine. Depuis qu'on l'a découvert jusqu'à tout récemment, on ne savait pas comment classer le panda parmi les carnivores. Alors, il y a plusieurs options qui étaient considérées dans la littérature. Il y a des gens qui mettaient le grand panda avec les 7 autres ours vivants dans la famille qu'on appelle les ursidés, une des familles de l'ordre des carnivores. Une autre option, c'est de mettre le grand panda, le petit panda et le raton laveur dans une famille à part. Donc, on disait qu'ils sont très proches parents, les procyon-idés. Ou le grand panda avec le petit panda dans sa famille à lui. Puis, il y a d'autres options où les gens disaient que ça prend une famille pour le grand panda, une famille pour le petit panda. Mais dans tous les cas, on considérait que le grand panda était un carnivore. Je l'ai mis en latin ici avec un C majuscule, vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc, il n'y a pas de doute que le panda fait partie de l'ordre des carnivores. Le même ordre qui contient les chats, les loups, les phoques, les hyènes, les mangousses, les blettes, etc. L'ordre des carnivores. Donc, la question qu'on se posait, c'était pas à l'effet de savoir est-ce que le panda est un carnivore avec un grand C, mais dans quelle famille il appartient. Mais aujourd'hui, sur la base de deux études qui montrent aussi l'évolution de la science biologique au cours des années, une étude strictement de l'anatomie très détaillée du panda, qui est publiée en 1964, c'est le livre que j'utilisais dans le cours gradué dont je vous parlais tantôt, et sur la base d'une étude génétique parue en 1985, de nos jours, la grande majorité des chercheurs sont convaincus que le grand panda, c'est un ours. Il appartient à la famille des ursidés. Donc, il est plus proche parent des ours que des ratons laveurs et des autres animaux semblables. Donc, le panda est un carnivore avec un grand C. Et pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus? Je vais vous illustrer ça d'une autre façon aussi. Vous voyez ça, alors ici, les représentants des plus proches parents du panda. Vous avez l'ours noir ici, le grand panda, le petit panda à droite en haut, et le raton laveur et les animaux d'Amérique centrale, Amérique latine, comme le coati, qui appartiennent à la même famille que le raton laveur. Et on peut représenter la même réalité de cette façon-ci avec un graphique qui s'appelle un cladogramme, que vous connaissez peut-être, vous connaissez l'existence. Alors vous voyez que ça commence en bas où on dit toutes les autres familles de carnivores, et là il y a une fourche, une première division autour de 30 millions d'années ou à peu près, avec les ursidés d'un côté et les procyon-idés de l'autre côté. Les procyon-idés, c'est le raton laveur. Le raton laveur et les espèces semblables, et le petit panda. Et le grand panda est carrément du côté des ursidés. C'est-à-dire que le grand panda et tous les autres ours constituent ce qu'on appelle un clan monophylétique, c'est-à-dire un dernier ancêtre commun et tous ses descendants. Donc, le grand panda est vraiment dans la grappe, si vous voulez, des ours. Mais vous voyez qu'il se distingue des autres ours depuis plus longtemps. Alors, depuis à peu près 20 millions d'années, le grand panda est parti sur sa branche tout seul, l'autre branche donne naissance à tous les autres ours. Bon, donc, ça montre qu'il est vraiment un carnivore. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus? Première surprise chez le grand panda, c'est que le grand panda est un herbivore. Et ça semble contradictoire à première vue.
mais ce n'est pas vraiment contradictoire. C'est-à-dire que le grand panda est un carnivore avec un grand C. Ça réfère à sa réalité évolutive, c'est ce qu'il est. Mais si on regarde ce qu'il fait, ce n'est plus son héritage évolutif, mais c'est son habitus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il fait une carrière d'herbivore. Héritage de carnivore, une vie d'herbivore. Donc, il faut distinguer les deux. Donc, il n'y a pas vraiment de contradiction. Donc, il nous surprend pour une première fois, puis dans la prochaine heure, il va nous surprendre encore 4-5 fois. Donc, un carnivore qui fait une carrière d'herbivore. Deuxième surprise, non seulement il est herbivore, mais comme vous le savez peut-être déjà, sa niche alimentaire est extrêmement étroite, extrêmement spécialisée. Il se nourrit presque exclusivement de bambou. Il y a des auteurs qui ont travaillé sur le terrain, ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est à partir de des années de collecte de spécimens et d'analyse. On estime que 99% de l'énergie consommée par un panda dans une année moyenne, c'est du bambou. Donc, une niche alimentaire surprenante pour un carnivore et extrêmement étroite, extrêmement spécialisée. Il se nourrit presque uniquement de bambou. Donc, deuxième surprise. Donc, la première question qu'on peut se poser dans un cas comme celui-là, un carnivore qui fait une carrière d'herbivore, c'est comment est-ce qu'il peut être adapté à une carrière d'herbivore? De toute évidence, il est adapté à cette carrière-là, à ce mode de vie, puisqu'il se nourrit de bambou depuis des millions d'années. Il arrive à survivre, à se reproduire, et à exister depuis des millions d'années en mangeant du bambou. Donc, c'est évident qu'il est adapté à ça. Si on compare un vrai herbivore comme un chevreuil fait une belle carrière d'herbivore grâce à son héritage évolutif d'ongulé ruminant. Le panda fait une aussi belle carrière d'herbivore, mais dans son cas, c'est malgré un héritage de carnivore défavorable. Donc, ça devient extrêmement intéressant d'essayer de comprendre ça. Ce qui fait que le panda est particulièrement intéressant, puisqu'il fait quelque chose d'inusité, auquel on s'attend pas. Donc, ça constitue un très grand défi pour quelqu'un qui veut comprendre le panda. Bon, le premier endroit où on va chercher dans la biologie du panda pour essayer de comprendre son herbivorie, c'est dans son système digestif. Pourquoi on va examiner le système digestif? Parce que si on observe tous les autres mammifères herbivores, pratiquement tous, qui appartiennent à 10 ordres différents de mammifères que vous voyez sur l'écran. Dans tous ces cas-là, que ce soit un kangourou ou un paresseux, des lamantins, des mammifères marins, des castors, des éléphants, des gorilles, des chevaux, des rhinocéros, dans tous les cas, ces herbivores ont un système digestif très modifié pour pouvoir digérer la cellulose, pour pouvoir digérer les plantes. Quel que soit l'espèce. Donc, il y a à peu près 23 ordres de mammifères présentement vivants. Il y en a une dizaine qui contiennent des herbivores ou qui sont presque entièrement herbivores. Puis on trouve toujours un système digestif spécialisé. Or, troisième surprise, le panda n'a pas du tout un système digestif spécialisé. Le panda a exactement le même système digestif que les autres ours, que les carnivores comme un loup, ou un système digestif qui est très semblable au nôtre. Donc, un système digestif d'omnivore, comme à peu près tous les autres ours. Et pourtant, 99% de son énergie provient du bambou. Donc, le panda est excentrique en tout. C'est un herbivore qui fait une carrière, c'est un carnivore qui fait une carrière d'herbivore, et c'est un herbivore qui n'a pas de système digestif spécialisé. Donc, c'est ailleurs que dans son système digestif qu'il faut chercher l'explication du panda. Bon, une petite excursion encore dans la forêt de bambou pendant que je vous raconte autre chose. Une parenthèse assez longue sur la digestion des plantes. Il faut savoir que quand on parle de se nourrir de plantes, il faut faire une distinction très profonde entre le contenu des cellules d'une plante et les parois des cellules des plantes. Le contenu des cellules, c'est facile à digérer. C'est des sucres, des huiles, des protéines, des graisses, des minéraux en solution ou en suspension dans l'eau. C'est facile à digérer, donc ça passe facilement des parois de l'estomac et de l'intestin dans la circulation sanguine. Alors que par comparaison à ça, les parois cellulaires sont faites essentiellement de cellulose. Il y a de l'hémicellulose, de la lignine aussi, mais c'est essentiellement de la cellulose. Et la cellulose est une grosse molécule qui ne peut pas être digérée directement, qui ne peut pas passer directement de l'estomac ou de l'intestin dans la circulation sanguine. La cellulose est ce qu'on appelle un polysaccharide, c'est-à-dire un sucre complexe. C'est fait de plusieurs molécules de glucose. Donc, c'est des molécules de glucose associées les unes aux autres, attachées les unes aux autres, qui constituent la cellulose. Donc, pour pouvoir se nourrir des plantes, il faut d'abord que l'animal brise la paroi cellulaire pour avoir accès au contenu des cellules. Et ensuite, l'animal doit moudre
les parois cellulaires pour pouvoir les réduire en fine poudre, pour pouvoir maximiser la surface d'attaque par les enzymes digestives. De la même façon, pourquoi est-ce qu'on moud du café plutôt que de le boire en grain entier? Si vous mettez 1 kg de café en grain entier dans de l'eau, il y a une relativement petite surface exposée à l'eau, donc on extrait très peu de café, ça va vous faire un café très dilué, vous allez gaspiller le café. Une fois que le café est moulu, le même kilo de café présente une surface immensément plus grande de contact avec l'eau, donc on extrait beaucoup plus de saveur. C'est la même raison pour laquelle les herbivores doivent moudre la végétation pour réduire les parois cellulaires en particules plus fines. Le meilleur moyen pour faire ça, chez tous les herbivores, en tout cas chez les mammifères, c'est toujours le même. Alors, je l'illustre ici, que ce soit un castor comme j'ai ici. Bon, ici, là, j'ai apporté des vrais crânes ici pour que vous puissiez vérifier avec nous, si nécessaire, ce que je raconte, pour voir si ce n'est pas juste des photos cliquées par Photoshop. Donc, vous pouvez venir voir sur des vrais spécimens pour voir que c'est vraiment ce que je raconte. Dans tous les cas, donc, que ce soit un chevreuil, un orignal, un castor ou un éléphant, j'ai ici une dent d'éléphant, le moyen est toujours le même. C'est d'avoir des dents rugueuses que l'on frotte les unes contre les autres. On frotte les dents du bas contre les dents du haut. Les dents sont rugueuses, ça agit comme un papier sablé ou comme une ligne, comme une rare, pour pouvoir moudre la végétation. Tous les herbivores dont on a parlé, là, tous les herbivores dans les 10 sortes qu'on a vu tantôt, utilisent ce moyen-là. Il y a des variantes dans la forme de détail des crêtes d'émail, mais c'est toujours la même chose. Des crêtes d'émail séparées par des creux de dentine, ça fait une dent rugueuse. Or, quatrième surprise chez le panda n'a pas de dents rugueuses et il ne peut pas frotter ses dents les unes contre les autres. Alors, j'ai ici un moulage de crâne de panda, un moulage qui est très, très réaliste, qui est fait par une compagnie pour laquelle peut-être Gilbert a déjà acheté pour le sujet des spécimens. La compagnie s'appelle Bone Clone. Ils font vraiment des clones des vrais spécimens. Si vous ne savez pas que c'est un moulage, vous ne l'avez pas en main, vous allez penser que c'est exactement le vrai. Donc, j'ai un crâne ici de panda qui vous montre que les dents ne sont donc pas rugueuses et le panda ne peut pas les frotter les unes contre les autres. Pourquoi est-ce que le panda ne peut pas frotter les dents du bas contre les dents du haut? C'est que le panda a un héritage de carnivore dont il ne s'est pas débarrassé du tout. C'est une articulation de la mâchoire qui est constituée sur la mâchoire d'un bâtonnet cylindrique qui pénètre profondément dans une gouttière cylindrique aussi, ce qui fait qu'un panda, comme tous les autres carnivores, peut déplacer sa mâchoire presque uniquement de bas en haut. Pas du tout de gauche à droite, ou pas du tout d'avant en arrière. Par rapport à un animal comme un chevreuil, ou comme vous et moi, vous pouvez faire l'exercice, on est capable de déplacer notre mâchoire d'avant en arrière et de gauche à droite. De la même façon qu'un chevreuil. Il y a un crâne de chevreuil ici. Si vous avez en tête un chevreuil ou une vache qui est rumine, qui est en train de brouter de la végétation, ça se passe toujours de la façon suivante. Il y a comme une rotation de la mâchoire inférieure pour frotter les dents du bas contre les dents du haut. Pendant que l'animal fait cette rotation, il y a une des articulations, par exemple à droite, qui est fixe et qui sert de pivot, pendant que l'autre articulation s'ouvre et se ferme, s'ouvre et se ferme. Pour faire ça, il faut que l'articulation soit ouverte. Donc, si vous regardez l'articulation de la mâchoire, que ce soit d'un castor, d'un chevreuil, peu importe, d'un éléphant, c'est comme deux plaques qui frottent l'une contre l'autre comme ça. Donc l'articulation peut être désarticulée partiellement, puis ça ne dérange pas l'animal du tout. Alors que dans le cas d'articulation d'un carnivore, quel que soit le carnivore, quel que soit l'animal qui appartient à l'ordre des carnivores, quel que soit le régime alimentaire, encore une fois, l'articulation de la mâchoire fit profondément dans la partie du crâne, donc on peut se déplacer juste de bas en haut. Donc l'articulation de la mâchoire d'un carnivore comme le panda, c'est comme la penture d'une porte. On ne peut pas tirer la porte d'avant en arrière ou de gauche à droite, mais on peut juste tourner autour de la penture. Donc le panda est équipé de cette façon-là. Donc le panda ne peut pas moudre la végétation. Quatrième handicap, si vous voulez. Mais moudre la végétation, c'est juste le premier pas pour digérer la cellulose. Pour digérer la cellulose, il faut la briser, cette molécule-là, ce polysaccharide dans le glucose. Et pour le faire, ça prend une enzyme qui s'appelle la cellulase. C'est difficile de se souvenir, cellulose, cellulase. Si vous voulez digérer le lactose, ça prend de la lactase, etc. Donc, ça prend de la cellulase. Briser chimiquement la molécule de cellulose en glucose, que là, à ce moment-là, on peut absorber. Or, aucun animal ne produit de la cellulase, quel que soit l'herbivore, que ce soit un mammifère ou un oiseau ou un insecte ou un oursin, aucun animal sur la planète ne produit de la cellulase. Et pourtant, on est entouré de végétation et on est entouré d'herbivores. Le truc inventé par les herbivores, par la sélection naturelle, si vous voulez, chez les herbivores, quelle que soit l'espèce,
c'est de loger dans le tube digestif de l'herbivore des bactéries par milliards, et c'est ces bactéries qui produisent la cellulase et qui digèrent la cellulose. Donc, ce sont des bactéries anaérobies, comme on dit, donc qui vivent en absence d'oxygène, et c'est un cas de symbiose obligatoire, c'est-à-dire que ces bactéries vivent seulement dans le tube digestif, soit dans l'estomac, soit dans une partie de l'intestin notifié. Ces bactéries vivent uniquement dans le tube digestif de l'herbivore, encore une fois que ce soit un éléphant ou un termite. Et l'herbivore ne pourrait pas exister sans ces bactéries. Donc, il y a une symbiose obligatoire entre les deux. Donc, finalement, le véritable herbivore, ce n'est pas le chevreuil ou l'éléphant. Le véritable herbivore, c'est les bactéries. L'herbivore, comme le chevreuil, c'est comme s'il était le propriétaire d'une usine qui contient des milliards d'ouvriers. Et le propriétaire de l'usine procure aux ouvriers la matière première, c'est-à-dire de la végétation qu'il doit manger, qu'il avale, et c'est les ouvriers qui transforment la végétation en glucose et en autre chose, que là, l'animal peut absorber. Alors, c'est exactement comme si l'herbivore qu'on voit dans le champ, un chevreuil ou une vache, avait donné la digestion de la cellulose en sous-contrôle aux bactéries. C'est les bactéries qui sont les véritables herbivores, l'autre profite de la symbiose. Bon, si on revient au panda maintenant, puisque le panda n'a pas de chambre de fermentation comme celle-là pour digérer la cellulose, il ne peut absolument pas se nourrir des parois cellulaires des plantes. Il se nourrit uniquement du contenu des cellules. Donc, c'est d'autant plus important pour le panda de bien écraser le bambou pour pouvoir bien extraire rapidement, efficacement le contenu cellulaire. Alors, c'est quoi les adaptations du panda pour être un excellent écraseur de bambou? Puisqu'encore une fois, il ne peut pas moudre, il ne peut pas non plus produire, il ne peut pas digérer la cellulose. Donc, pour pouvoir comprendre ces adaptations, encore une fois, puisqu'on ne fera pas d'expérimentation, on va le comparer à d'autres espèces, à une autre espèce d'ours. Alors, si je le compare à un ours généraliste, comme on disait tantôt, donc le panda comparé à l'ours noir, vous avez les deux crânes sur l'écran, vous les avez les deux sur la table, vous les comparez en personne. Ce sont deux ours qui se ressemblent beaucoup. Donc, deux ours qui pèsent à peu près 100 kg, ou à peu près ça, qui ont un système digestif très, très simple. Mais il y a un certain nombre de différences entre le panda et l'ours noir, malgré tout, qui explique comment ça se fait qu'il est un excellent écraseur de bambou. Bon, je vous décris d'abord les 4 adaptations principales les plus évidentes chez le panda pour écraser le bambou. La 5e est plus subtile, je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc, même si ce sont deux ours très semblables, le crâne a à peu près la même longueur, etc., le crâne du panda est beaucoup plus large que celui de l'ours noir. Alors, vous voyez, par exemple, on compare la longueur du crâne, 270 versus 265, on voit que ces deux ours sont très semblables. Bon, ça, c'est la moyenne là, de mesure de dizaines de crânes de chacune des espèces, là, mais je vous fais grâce des détails statistiques et tout ça. Mais vous voyez que le panda a un crâne beaucoup plus large, 25 plus large, et surtout beaucoup plus lourd, presque le double du poids du crâne d'un ours noir. Donc, un crâne qui est très costaud, qui est très robuste et très lourd. Deuxième adaptation, qui est reliée à celle-ci, puisque ces caractéristiques-là du crâne, ça sert de point d'ancrage des muscles de mastication, le panda a des muscles de mastication énormes. C'est ce qui fait que le panda a la grosse tête ronde qu'on trouve cute. Qu'est-ce qui fait qu'il est gros et cute? C'est parce qu'il mord fort. Pour mordre fort, il faut avoir des gros muscles, donc d'énormes temporaux sur le dessus, puis des énormes masséters par en dessous, donc des très, très gros muscles de mastication, beaucoup plus gros que ceux d'un ours noir. Ensuite, pour permettre d'utiliser ce système extrêmement fort, extrêmement puissant, très robuste, l'articulation de la mâchoire d'un panda est beaucoup plus grosse que celle d'un ours noir. Et pourtant, l'ours noir, ce n'est pas un animal qui a une petite articulation de mâchoire faible. C'est un ours qui est capable de croquer très fort. Et vous voyez, le panda a une articulation beaucoup plus grande que celle de l'ours. Et, enfin, les dents du panda sont beaucoup plus grosses que celles d'un ours noir de même taille. Des dents qui ont, si vous prenez la surface approximative d'une molaire à la même molaire, par exemple la deuxième molaire d'en haut, c'est au moins le double chez le panda par rapport à l'ours noir. Des dents vraiment énormes. La première fois que vous voyez ça, vous vous dites, mais ça c'est une pathologie, ça doit être un animal anormal, il y a un problème génétique de développement. Mais non, ces dents sont normalement très, très, très grosses. Et pour vous donner une idée de comparaison, mais là, vous voyez ici les dents supérieures et ici les dents du bas, vous voyez que les dents sont vraiment beaucoup plus grosses. Pour vous donner une idée de comparaison supplémentaire, les dents du panda sont énormes, ces molaires, par rapport aux molaires humaines, ici à la même échelle. Donc, nos dents sont très, très, très petites. Ça, c'est les 3 molaires du bas d'un humain et d'un panda. Donc, des dents vraiment énormes.
Donc, 4 adaptations pour permettre au panda d'être un excellent écraseur de randonnée. Bon, donc ici, je vais faire une parenthèse théorique pour essayer de confirmer ce que je viens de raconter. Ce que je viens de raconter, c'est que je vous dis qu'il y a une relation profonde entre la forme et la fonction, entre la forme des dents et le régime alimentaire. Puis on peut sentir le besoin, vu qu'on n'a pas fait d'expérience là-dessus, et que c'est juste une approche comparative, on peut sentir le besoin de confirmer cette approche-là. Autrement dit, d'essayer de vérifier la véracité de la relation ou de l'hypothèse qu'on a produite. Pour être sûr que ce n'est pas une coïncidence, que ce n'est pas pour d'autres raisons. Le panda pourrait avoir des dents plus grosses pour d'autres raisons que les différences de régime alimentaire actuel. Donc, pour tester cette idée-là, si c'est vrai, si ce n'est pas par hasard ou pour d'autres raisons, ce serait utile de comparer l'ours noir et le grand panda à un autre ours qui aurait beaucoup de choses en commun avec les deux autres, mais un régime alimentaire actuel différent. Et là, on ferait la prédiction que si le régime alimentaire est très différent chez cet ours, on devrait trouver des dents et un appareil masticateur très différent de celui du panda et de l'ours noir. Et ce test serait d'autant plus puissant que dans ce cas-là, on aurait tout le reste qui serait égal, donc toute l'histoire évolutive serait la même, tout le reste serait égal, sauf le régime alimentaire actuel. Donc, par l'approche comparative, on peut arriver à s'approcher de l'approche expérimentale, parce que dans une approche expérimentale, c'est ce qu'on fait. On essaie de faire en sorte que tout le reste soit égal, autrement dit, on contrôle toutes les variables, sauf celles qui nous intéressent. Et dans le cas de la comparaison de ce genre-là, où on compare des espèces qui sont différentes évolutivement, on fait toujours face au problème suivant que je décris en comparant un loup avec un cerf de Virginie. Donc, c'est évident que le loup a des dents très différentes de celui d'un chevreuil. Et on se dit, bien, c'est normal, le régime alimentaire est très différent. Mais le problème auquel on fait face, c'est de savoir c'est quoi les différences entre les dents d'un loup et les dents d'un chevreuil qui sont dues aux différences de régime alimentaire actuel versus les différences entre les dents des deux espèces qui sont dues à une histoire évolutive différente. Il pourrait y avoir un grand nombre de différences dans les dents qui sont dues à une histoire évolutive sur des millions d'années avant, qui n'a rien à voir avec le régime alimentaire actuel. Donc, pour éviter cette variable confondante, ici, la variable qui nous intéresse, c'est le régime alimentaire différent. La variable confondante, c'est une histoire évolutive différente. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec cette comparaison. C'est de comparer les animaux qui ont beaucoup en commun. Alors, autrement dit, comme je disais tantôt, c'est un peu comme une approche expérimentale, mais ici, c'est la sélection naturelle qui a fait l'expérience en produisant deux espèces d'ours qui ont un régime alimentaire différent. Alors, je vous répète le même argument avec un autre cladogramme. Si vous comparez sur ce graphique, la distance qui sépare le cerf du loup, on comparait tantôt. Vous voyez que le loup et le cerf sont séparés l'un de l'autre par au moins 37 millions d'années d'évolution pendant lesquelles il a pu se passer énormément de choses. Donc, si on compare les deux régimes alimentaires différents aujourd'hui, cette variable intéressante est confondue par l'histoire évolutive différente. Alors que si on compare deux ours, les deux ours ont presque la même histoire évolutive. Et s'ils ont un régime alimentaire différent maintenant, on va arriver à la conclusion que ce qui explique les différences de dents, c'est vraiment la différence de régime alimentaire, une adaptation par sélection naturelle à des régimes alimentaires différents. Bon, évidemment, ça ne servirait à rien de vous raconter ça si cette troisième espèce d'ours-là n'existait pas. Donc, évidemment, elle existe, elle est nommée sur ce graphique, c'est l'ours lébu. Alors, l'ours lébu, vous voyez son crâne ici, qui est aussi sur la table pour les sceptiques. L'ours lébu ressemble beaucoup à l'ours noir. C'est un ours d'à peu près 100 kg qui est omnivore, ou qui pourrait être omnivore, un système digestif d'omnivore. Mais l'ours lébu est aussi insectivore que le panda est herbivore. Au moins 80% de la nourriture d'un ours lébu, c'est des insectes sociaux, des termites et des fourmis. L'ours lébu, on le retrouve en Inde, au Népal, au Sri Lanka. Donc c'est un ours noir, de la même grosseur que notre ours ici. Donc on veut comparer l'ours lébu pour lequel le crâne a la même longueur, la même largeur, le même poids. C'est pas vrai sur cette photo-ci parce que vous avez un gros mâle d'ours noir et vous avez une petite femelle juvénile d'ours lébu. Mais si vous prenez deux mâles adultes, deux femelles adultes, c'est très difficile de les distinguer si vous ne regardez pas les détails. Donc, beaucoup de choses en commun, y compris presque toute leur histoire évolutive, sauf pour à peu près le dernier million d'années. Mais il y a au moins trois différences majeures dans le crâne qui est relié à la différence de régime alimentaire. La première différence, c'est que l'ours lébu, comme on le voit sur la photo, comme on le voit dans le crâne que j'ai ici, l'ours lébu a perdu ses deux incisives centrales supérieures, que nous on appelle les deux palettes. Là. Alors vous allez me dire sur le crâne de l'ours lébu à gauche, sur l'écran,
on voit qu'il y a plein de dents qui sont tombées, mais ça compte pas. C'est des dents qui sont tombées post-mortem. Donc, évidemment, comme j'ai trouvé le crâne sur le terrain, les canines, d'autres prémolaires et incisives sont tombées après, mais on voit bien que les canines étaient présentes, l'alvéole est là pour le prouver. Et si vous regardez en plein milieu du crâne, en avant, vous allez voir qu'il y a 2 incisives qui manquent. Si vous comparez ça à l'ours noir a 3 incisives en haut de chaque côté. Donc, il a perdu ces 2 incisives. Deuxièmement, le palais de l'ours bibu est beaucoup plus long, beaucoup plus profond, concave et beaucoup plus large. Donc, l'ours bibu se nourrit d'insectes en vrac. Il ne mastique pas les insectes. C'est comme les autres grands mammifères qui se nourrissent d'insectes comme le pangolin, le tamanoir. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il creuse avec ses griffes dans un nid de fourmis ou de termites et là, il aspire. Donc, le fait d'avoir perdu les 2 incisives supérieures et d'avoir un palais qui est long, qui est creux et qui est large, ça fait comme un tube d'aspiration. Et il s'appelle l'hibu parce que ses lèvres sont très grandes qui forment un tube qui lui permet d'aspirer. Et troisième différence, les dents de l'ours bibu sont minuscules par rapport à celles d'un ours noir. Donc, l'ours bibu est en train de perdre ses dents puisqu'il ne les utilise pas pour mastiquer. De la même façon que les autres mammifères, les grands mammifères qui se nourrissent d'insectes, ont perdu leurs dents complètement. Évolutivement, je fais la prédiction que dans 10 millions d'années, l'ours bibu n'aura plus de dents. Donc, c'est une prédiction qui n'est pas risquée, puisqu'on ne sera pas là dans 10 millions d'années pour vérifier. Mais bon, je fais cette prédiction. Si jamais ça se concrétise, ben, je deviendrai célèbre par la prédiction. Donc, c'est comme si, dans le fond, c'est comme si l'ours bibu était allé en direction opposée du panda par rapport à un ours ordinaire généraliste comme l'ours noir. Vous voyez, chez le panda, le palais est étroit, il est court, il se termine aux dents, alors que chez l'ours bibu, il va plus loin derrière, etc. Donc, 2 directions opposées. Donc, c'est un peu comme si on avait là une confirmation de la relation fonctionnelle entre la forme et la fonction, entre les dents et le régime alimentaire. Donc, ça permet de confirmer ce que je disais plus tôt, le panda a un gros système masticateur parce qu'il y a un régime d'herbivore. Donc, ça permet de confirmer cette histoire. C'est un test scientifique, si vous voulez, qui intéresse un sceptique, mais vous étiez peut-être déjà convaincu avec ce que j'ai raconté avant. Bon, si on revient au panda maintenant, parce qu'il se nourrit de plantes, uniquement de plantes, et qu'il n'y a pas de chambre de fermentation, le panda a un système digestif qui est très inefficace. En moyenne, le panda digère seulement 17 de ce qu'il mange. Ça veut dire qu'en moyenne, dans une année, 83 de ce que le panda mange ne lui sert à rien. Il l'a avalé pour rien. Ça passe tout droit. Seulement 17 qui est digéré. Et ça varie selon les saisons, selon que la nourriture est plus ou moins fibreuse. C'est très inefficace par rapport au taux de digestion des autres herbivores, comme les chevreuils, les vaches, les girafes, etc., les éléphants, qui digèrent à peu près entre 40 et 80 Ici, c'est seulement 17 en moyenne. C'est apparemment l'herbivore le moins efficace de tous ceux qu'on connaît. Il est même moins efficace que les oies, qui sont réputés être des herbivores très inefficaces, qui digèrent entre 23 et 35 Maintenant, un des moyens majeurs utilisés par les herbivores pour maximiser l'efficacité de la digestion des plantes, chez presque tous les herbivores, c'est d'avoir un système digestif, encore une fois, qui est spécialisé. Si on compare ici un carnivore comme un ours, un loup ou un lynx, un ruminant, on voit que le ruminant a un système digestif qui est très long et très compliqué pour maximiser le temps de séjour des aliments dans le système digestif. Plus la végétation reste longtemps dans l'estomac et dans l'intestin, plus il peut extraire un grand pourcentage de l'énergie et des nutriments. Donc, ralentir le transit digestif. Un ruminant, par exemple, vous savez déjà ça, l'estomac est fait de 4 compartiments, dont le rumen, qui est une chambre de fermentation importante, le petit intestin qui est très, très, très long, le petit intestin d'un chevreuil qui n'est pas très, très gros, peut avoir un petit intestin qui mesure jusqu'à 25 mètres de longueur, c'est très, très long. Ensuite, il y a un cul-de-sac qu'on appelle le check-up, qui correspond à notre appendice à nous. Chez nous, c'est minuscule, mais chez un ruminant, le check-up est très, très long. Comme c'est un cul-de-sac, la végétation reste là longtemps. Elle fermente là longtemps, donc il peut extraire plus de nutriments. Puis ensuite, vous voyez, il y a une loupe, si on veut, une grande spirale, qui encore une fois ralentit le transit digestif. Plus ça reste longtemps, plus on extrait d'aliments. Alors que chez le carnivore, comme le panda, le système digestif est court, il est simple, un estomac très simple, donc il ne peut pas, raison de plus, il ne peut pas extraire beaucoup de nutriments de la végétation parce que ça va très vite. Mais évidemment, ralentir le transit digestif,
c'est utile seulement si on a une chambre de fermentation. Comme le panda n'a pas de chambre de fermentation, lui n'aurait aucun avantage à ralentir le transit digestif. Au contraire, lui, son avantage, c'est d'accélérer le transit digestif, puisqu'il ne peut pas digérer la cellulose. Ça ne lui sert à rien de garder la cellulose dans son intestin, puisque pour lui, la cellulose est indigeste. Une fois qu'il a extrait le contenu cellulaire, il a l'avantage d'accélérer le transit digestif. D'où un intestin court et un estomac simple. Ça va très vite chez le panda. Bon, tout ça, ça illustre en fait qu'une adaptation, c'est jamais un absolu. Un caractère est une adaptation en fonction du contexte dans lequel on se place. Pour un chevreuil, avec sa chambre de fermentation dans l'estomac, ce serait un handicap d'avoir un intestin très court parce qu'il se débarrasserait de la cellulose trop vite puisqu'il est capable de la digérer s'il la laisse là longtemps. Alors que ce handicap chez le panda, chez le chevreuil ou le ruminant en général, ça devient quasiment un avantage chez le panda d'avoir un intestin court et un estomac simple, puisque ça lui permet de se débarrasser rapidement de la cellulose qui n'est pas capable de digérer. Bon, à titre d'indication, chez un cheval ou un zèbre, la nourriture demeure entre 36 et 48 heures entre l'entrée et la sortie. Chez un ruminant comme un chevreuil ou une vache, c'est entre 48 et 80 heures. Et plus la nourriture est fibreuse, plus elle contient de cellulose, plus ça reste longtemps dans le tube digestif. On comprend pourquoi. Et chez le panda, c'est entre 6 et 8 heures. Donc, à peu près 8 heures en moyenne chez le panda, 80 chez un chevreuil. C'est extrêmement différent. Bon, ici, je fais une petite parenthèse pour ceux qui s'intéressent aux mammifères en général. Il y a un cas très particulier chez un groupe de mammifères, par exemple, illustré par les lièvres, les lapins et le castor. Chez ces espèces, les aliments circulent 2 fois dans le tube digestif. Une première fois, ils sont fermentés en partie, et j'expliquerai peut-être pourquoi plus tard. Et une fois que c'est fermenté une première fois, il sort des choses qu'on appelle, ce n'est pas des crottes, c'est des sécotrophes qu'on appelle. Et là, l'animal réingère cette nourriture-là, qui est très, très riche, puis qui a été à partie digérée, puis là, ça peut être absorbé par l'intestin. Donc, c'est comme si, grâce à son comportement, un castor ou un lièvre avait un intestin 2 fois plus long que la longueur anatomique, puisque ça passe 2 fois. Donc, un panda adulte d'environ 100 kg passe entre 12 et 15 heures, jusqu'à 12 à 17 heures par jour à manger. Il digère seulement 17 de ce qu'il mange. Donc, il doit manger des quantités énormes de bambou à chaque jour, jusqu'à 50 kg de bambou par jour, selon la saison. Et il produit des quantités phénoménales de fesses, de crottes. Un panda défèque au moins 100 fois par jour. Et ce sont des crottes dans lesquelles la végétation est facile à reconnaître. C'est très facile d'étudier le régime alimentaire d'un panda parce qu'on voit toute la plante là, sauf le contenu cellulaire. Donc, c'est des crottes qui sont très, très, très fibreuses. Donc, c'est un mode d'herbivorie qui est ultra simple, qui est minimaliste. L'animal se nourrit seulement du contenu cellulaire. Et quand je vous décris ça, ça me donne une idée commerciale que je vous invite, si ça vous intéresse, à exploiter peut-être. Puisque le panda produit des très grandes quantités de crottes, très fibreuses. Pourquoi ne pas faire du papier avec les crottes de panda? On voit déjà ça, si vous avez voyagé en Asie, j'en ai des exemples ici. Alors, un signet ou du papier à lettres qui est fait avec des crottes d'éléphants. Parce que les éléphants aussi produisent des très grandes quantités de fesses, très fibreuses. Donc, on récupère la crotte d'éléphant puis on fait du papier de luxe qu'on vend aux touristes. Imaginez la valeur sur le marché commercial de du papier de luxe fait par des crottes de panda. Du papier, des fils qui ont passé par le transit digestif, le système digestif du panda. Puis peut-être même d'un panda qu'on connaît personnellement, à qui on aimait un produit émetteur ou quoi que ce soit. C'est un peu comme, vous avez entendu parler peut-être d'une sorte de café qu'on produit particulièrement en Thaïlande ou en Indonésie. C'est du café qui coûte une fortune. Parce qu'on nourrit un animal comme une mangouste, une sorte de civette, on le nourrit avec les fruits du caféier. L'animal digère le fruit, mais la graine passe tout droit. Puis là, on récupère les grains de café dans les crottes de cette civette, puis on les fait nettoyer, on les fait macérer, ça fait un café. Une idée si ça vaut le coup, si ça vaut, ça coûte cher. Puis on fait maintenant la même chose en Thaïlande avec les éléphants. On nourrit les éléphants avec des baies de café. L'éléphant digère le fruit, rejette les graines, puis on récupère les graines, puis on dit ça fait un café nature, ça fait un café biologique, un café. Mettez l'étiquette que vous voulez, je vous donne l'idée, faites-en un commerce si vous voulez. Donc, si je résume ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, le panda n'est rien d'autre qu'un gros fraise-jus noir et blanc. C'est un fraise-jus qui se nourrit uniquement du jus de bambou. Donc, tout ce que le panda fait dans la vie, c'est transformer du jus de bambou en panda.
mais il le fait d'une façon très, très, très efficace. Parce qu'il y a des grosses dents, des gros muscles masticateurs, il y a un transit digestif accéléré. Mais ça, c'est seulement les adaptations évidentes pour se nourrir de la cellulose. La cinquième adaptation dont je voulais vous parler, j'y arrive maintenant, qui est beaucoup plus subtile. Ça ne fait pas longtemps qu'on a découvert l'importance de cette adaptation-là, puis qui demande plus d'attention pour la comprendre. C'est que le panda a une articulation de la mâchoire qui est située au-dessus du plan des dents. Donc, il a une articulation comme un carnivore qui est pris avec cet héritage-là, qui est très profonde et qui ne permet pas à la mâchoire de se déplacer de gauche à droite ou d'avant en arrière, seulement de bas en haut. Mais son articulation est au-dessus du gland des dents. Alors, je vous donne une comparaison ici par rapport à d'autres espèces. Des herbivores, un castor, un cerf, un orignal. Encore une fois, j'ai les mâchoires ici, vous pouvez vérifier si le cœur vous en dit. Par rapport à une série de carnivores. Un lion, l'articulation est au même niveau que le gland des dents. Un lynx, un loup, un petit peu au-dessus, on pourrait expliquer pourquoi. Et un ours pâle, c'est au même niveau que le gland des dents. Et comparer ça à un panda, chez le panda, c'est pas mal au-dessus du gland des dents. Pendant des années, on observait ça, personne ne comprenait pourquoi. C'était bizarre. On constate que tous les herbivores, ou à peu près, que ce soit des chauves-souris, des kangourous, vous voulez, ont l'articulation au-dessus du gland des dents, puis on voit ça chez le panda aussi, qui, j'allais dire par hasard, est un herbivore. C'est sûrement pas par hasard. C'est que l'articulation au-dessus du gland des dents permet à un animal qui ne peut pas déplacer sa mâchoire de gauche à droite ou d'avant en arrière, ça lui permet d'écraser le bambou beaucoup plus efficacement. Et pour expliquer ça, il y a une série de photos là, qu'il faut essayer de suivre. Sur le panneau 1, vous voyez le pas d'un carnivore, avec l'articulation de la mâchoire au point haut, ou 0, qui est au même niveau que le plan des dents. Donc la ligne horizontale, c'est les dents du haut, la ligne à 45 degrés ou à peu près, c'est les dents du bas. Si on compare à un animal comme un herbivore, comme un orignal, par exemple, alors j'ai ici une mâchoire orignale, vous voyez, l'articulation est ici, les dents sont très, très basses par rapport à l'articulation. Sur le panneau 2, on a exagéré un peu la hauteur de l'articulation pour illustrer le phénomène. Si vous regardez sur le panneau 2, quand l'animal ferme la mâchoire, les dents d'en avant, les incisives et les prémolaires, se déplacent surtout de bas en haut. Mais les dents d'en arrière, les molaires, se déplacent d'arrière en avant. Vous voyez ça? L'animal n'est pas capable de faire se déplacer sa mâchoire d'arrière en avant parce que l'articulation est trop profonde, comme une tenture de porte. Mais parce que l'articulation est élevée, quand il ferme la mâchoire, les dents d'en arrière se déplacent plus d'arrière vers l'avant que de bas en haut. Puis sur le panneau 3, on a fait un dessin à l'échelle dans ce cas-ci du panda, avec à l'échelle avec la bonne élévation de l'articulation de la mâchoire. Et ce qu'on voit, c'est que quand le panda ferme la bouche, les dents en arrière se déplacent vers l'avant, donc une composante horizontale vers l'avant, de quelques millimètres. Ce qui fait que le panda, quand il ferme la mâchoire, sur les dents en arrière, il y a une composante verticale, les dents qui montent vers le haut et qui écrasent le bambou, et une composante horizontale vers l'avant, qui fait en sorte qu'en plus d'écraser le bambou, il le fait glisser ou il le fait rouler vers l'avant, même si la mâchoire elle-même n'avance pas vers l'avant. Alors, vous connaissez très bien ce phénomène-là, puis on le connaît très bien intuitivement quand on utilise un presse-jus comme celui-ci. Quand on utilise un presse-jus comme celui-ci, il vient à personne, même à un enfant qui voit ça presque pour la première fois de sa vie, d'extraire le jus simplement en pressant le citron ou l'orange vers le bas. On presse et on tourne en même temps. Composante horizontale, composante verticale et composante horizontale. C'est exactement ce que le panda fait. Ça paraît insignifiant comme différence, mais quand on pense que le panda croque du bambou des milliers et des milliers de fois par jour, ça fait une grande différence dans l'efficacité d'écraser. Et c'est d'autant plus efficace, comme on l'a vu tantôt, que les dents du panda ne sont pas seulement plus grosses, mais sont situées plus loin vers l'arrière, comme si la sélection avait fait reculer les dents au cours des générations. Puisque la composante horizontale est plus grande vers l'arrière, les dents sont reculées vers l'arrière. Et le fait que les dents sont reculées vers l'arrière, en plus, ça permet de croquer plus fort. Parce que plus on est proche de l'articulation, plus c'est fort. Si vous comparez un casse-noisette, par exemple, si vous écrasez proche de l'articulation, tout le monde va le faire intuitivement. On sait que c'est plus fort proche de l'articulation que si on est loin. Donc le panda profite de tous ces avantages-là. L'articulation élevée permet d'avoir une composante horizontale. Les dents vers l'arrière permettent de maximiser la composante horizontale et de croquer plus fort. Donc un détail d'anatomie qui fait une grande différence pour un animal qui est limité à écraser le bambou.
Bon, ce genre d'explication que je viens de faire, ça peut aussi vous paraître peut-être particulier. Vous vous dites, ah, peut-être que le panda est un cas particulier et que ce n'est pas un cas général. Donc, pour les sceptiques, encore une fois, on peut faire un pas de plus avec l'approche comparative et se demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autres espèces de carnivores qui ont le même genre de situation qui confirmerait cette approche-là ou cette conclusion-là? Mais ça existe aussi chez les carnivores. Si vous comparez un renard, un raton laveur et un petit panda, 3 carnivores, c'est avec un C majuscule de la même taille, ou à peu près, un carnivore, un omnivore au milieu, comme l'ours noir, et un herbivore de l'autre côté, comme le panda. Et on constate, exactement comme dans le cas des ours et du panda, à mesure qu'on passe d'un carnivore à un omnivore à un herbivore, les dents sont de plus en plus grosses, sont de moins en moins tranchantes, sont de plus en plus conçues pour écraser, et évidemment, l'articulation de la mâchoire est de plus en plus haute, exactement comme l'ours et le panda. Donc, ça confirme, si nécessaire, l'interprétation qu'on a faite juste avant. Bon, alors, donc le panda possède une grande capacité à extraire le jus de bambou, grâce à ses grosses dents, capacité de croquer très fort, capacité d'écraser efficacement, puis un transit digestif rapide. Mais ça ne suffit pas pour survivre juste avec le bambou. Pour survivre juste en mangeant du bambou, le panda doit être très sélectif. Pour digérer 17 de ce qu'il mange, il ne peut pas manger du bambou comme une vache brute dans un champ. Il ne peut pas manger n'importe quelle partie de la plante. Il doit manger les parties de la plante qui sont les plus juteuses, les moins fibreuses. Donc, les pousses terminales, les bourgeons, les feuilles qui viennent juste de sortir ou le cœur des tigres. C'est exactement comme vous et moi quand on mange des asperges, on mange juste les pointes d'asperges, mais on ne mange pas la base parce que si on était un ruminant, on donnait ça à un chevreuil, il va se régaler, mais nous, on ne peut pas digérer la cellulose aussi efficacement. Donc, le panda doit être extrêmement sélectif. S'il n'était pas sélectif, il ne pourrait pas digérer 17 S'il n'était pas sélectif, il prenait une tige de bambou, puis il mangeait n'importe quelle partie de la tige, il pourrait digérer au lieu de 17 peut-être 8-10 S'il digère seulement 8-10 puisqu'il mange déjà 15 heures par jour, il devrait manger 35 ou 40 heures par jour. Donc, évidemment, il ne pourrait pas survivre en mangeant juste du bambou. Pour survivre en mangeant du bambou, il faut qu'il soit sélectif. Encore une fois, pour comprendre comment il fait pour être sélectif, il faut le comparer à d'autres mammifères herbivores qui sont sélectifs. Chez les autres mammifères herbivores sélectifs, il y a 2 trucs qui leur permettent d'être sélectifs, en général. Le premier truc, c'est d'avoir une petite bouche, des petites lèvres, une langue très mobile, des petites dents comme un lièvre, un lapin, des petits rongeurs, un chevreuil, ou même une girafe. Vous avez déjà vu peut-être dans le documentaire ou sur le terrain une girafe qui se nourrit. La girafe a une très longue langue qui agit quasiment comme une main. Puis à travers les épines d'acacia, elle va chercher des petites feuilles d'acacia, mais un animal immense qui va chercher des petites feuilles d'acacia pour se nourrir. Donc, il est très sélectif. Le deuxième truc pour être sélectif, c'est celui qu'on trouve chez les primates, c'est-à-dire d'avoir une main très habile. Si vous regardez un macaque ou un babouin qui se nourrit, il ne mange pas les feuilles, les fruits n'importe comment, il va chercher les fruits les plus mûrs. Comme nous, quand on arrive devant un plat de bois, on va chercher des cachous un par un parce qu'on sait que c'est bon. Alors, les primates, on est capable de faire ça, de très, très, très sélectif. Maintenant, si on compare, encore une fois, le panda aux autres mammifères sélectifs, on constate, 5e surprise, que le panda n'a pas ces adaptations-là du tout pour être sélectif. Il y a un gros museau d'ours, il y a des grosses pattes d'ours bien adaptées pour creuser, pour grimper, pour courir, mais pas du tout pour manipuler. Il n'y a pas du tout un pouce opposable comme nous, ni semi-opposable comme les autres singes. Il ne peut même pas fléchir les doigts comme ça ventralement, aussi bien qu'un raton laveur pour saisir et devenir en nourriture. Donc, autrement dit, encore une fois, le panda est surprenant. Il est sélectif sans avoir les mêmes adaptations que les autres mammifères herbivores sélectifs. Comment le panda fait-il pour être sélectif? C'est que le panda, par sélection naturelle, a développé un 2e pouce à chaque main. Le panda a 6 doigts à chaque main. Pour comprendre ce dessin-là, le dessin du squelette là, à votre droite, il suffit de placer votre main droite devant vous. Si vous placez votre main droite devant vous, le doigt numéro 1, c'est notre pouce, le numéro 5, c'est le petit doigt. Il y a un petit os qui dépasse vers la gauche, dont on ne s'occupera pas maintenant, qui s'appelle le pisciforme, qui est du côté du petit doigt ici, très développé chez les ours et les autres carnivores, mais pas chez nous. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui est pointé par la flèche, c'est le 2e pouce du panda. La sélection a développé un 2e pouce chez le panda à partir d'un petit os qui s'appelle le sésamoïde radial, c'est-à-dire du côté du radius, près du pouce, un petit os inutile chez les autres carnivores, qui ne sert à rien. Puis chez le panda, ce petit os s'est développé considérablement pour former un 2e pouce. Et c'est grâce à ce 2e pouce que le panda peut être sélectif quand il se nourrit de bambou. Ce n'est pas un pouce aussi habile que le nôtre, loin de là, c'est plus une sorte de grosse verrue qui s'est développée avec suffisamment de muscles pour pouvoir saisir les choses, saisir la nourriture.
Et étant donné les limitations du système anatomique, du système digestif du panda, le deuxième pouce, c'est l'adaptation clé qui permet de comprendre le panda, qui mange du bambou. Alors, comment est-ce qu'il se sert de ce pouce? Bien, ici, vous le voyez qui tient une tige de bambou, de ce côté-là. Vous voyez très bien le pouce. Vous voyez du bon côté, l'autre pisiforme qui est plus bas. Vous le voyez ici qui tient une tige de bambou. Ici, de la même façon, comparé à notre main à nous. Et ici, vous voyez comment il l'utilise. Il fait des choses très surprenantes avec son pouce, avec sa main. Alors, s'il mange les feuilles, la première chose qu'il fait, il doit tenir la tige de bambou avec une main. Puis pendant ce temps-là, avec sa bouche, il va arracher les feuilles. Il les garde dans sa bouche. Ça, c'est déjà quelque chose d'absolument remarquable. Il met les feuilles de bambou dans sa bouche, mais il ne les mange pas tout de suite. Contrairement à tous les autres herbivores qui ont la végétation dans la bouche, il la mange tout de suite et il l'avale tout de suite. Le panda fait ce que vous voyez ici avec les feuilles, une fois qu'il les en a un paquet dans la bouche. Avec sa main, son pouce, il les tourne comme ça pour faire comme un cigare avec les feuilles. Pour faire un cigare qui mesure à peu près 2 cm, 3 cm de diamètre. Pourquoi 2 à 3 cm? Parce que maintenant, il y a un objet de 3 cm qu'il va mettre très loin derrière. Vous voyez qu'il va le mettre très loin sur les dernières molaires. Et avec 2 cm d'écartement, ça lui permet de maximiser la composante horizontale vers l'avant, de mieux écraser. Donc là, il va, avec sa main, il tient le cigare, si vous voulez, puis il le pousse 1 cm à la fois, puis il marche, il arrête, il marche. Une vraie machine. Il fait ça 15 heures, 17 heures par jour. Et s'il mange le cœur de la tige de bambou, bien là, il faut qu'il la tienne aussi. Il la tient avec sa main, puis là, avec ses incisives, il enlève l'écorce autour, puis il mange le cœur qui est plus juteux, qui est moins fibreux. Donc, le pouce est absolument indispensable. Il fait ça d'une façon très stéréotypée, très mécanique, des heures et des heures par jour. C'est un travail très minutieux et remarquable dans la finesse, dans la minutie, pour un animal qui a des grosses pattes et un gros museau, qui n'est pas équipé pour être délicat. Bien là, il est extrêmement délicat, comme une machine de précision. Il arrive même à manger avec une fourchette. Vous ne pourrez jamais faire ça avec un ours. Il est capable de tenir une fourchette. Vous voyez ici, on fait faire des trucs un peu stupides à des pandas dans des cirques ou en Chine. Il est capable de tenir une fourchette. Donc, c'est un virtuose du prêt-jus. C'est un prêt-jus haute technologie. Et il faut que ce soit un prêt-jus haute technologie parce que le bambou est une nourriture très pauvre pour n'importe quel herbivore. C'est ce qui explique que le panda est obligé de se nourrir 365 jours par année. Le panda ne peut pas faire de réserve de graisse comme un autre ours puis passer l'hiver en dormance ou en semi-hibernation. Il ne peut pas faire suffisamment de réserve de graisse, il doit manger tous les jours. Et en plus, pour survivre avec le bambou seulement, le panda doit économiser le plus possible ses dépenses énergétiques. Comme la plupart des autres folivores, les mangeurs de feuilles, comme les koalas, ou les gorilles, ou les paresseux, ce sont tous des animaux qui sont placides, qui dépensent le moins d'énergie possible. Alors, le panda dépense le moins d'énergie possible en se déplaçant le moins possible. Ses déplacements dans son domaine vital sont très, très, très réduits. Pour vous donner une indication, le domaine vital, c'est la superficie qui est utilisée, par exemple, dans une année pour un animal. La superficie du domaine vital d'un ours noir, encore une fois, qui est de la même taille qu'un panda, le domaine vital d'une femelle ours noir, en moyenne, c'est 40 km², d'un mâle ours noir, c'est 100 km², d'un panda, en moyenne, 5 km² pour toute l'année. Et si on regarde le domaine vital mois par mois, il y a des mois où le panda passe tout un mois dans 1 km² à manger du panda. Donc, il minimise les déplacements, il minimise les comportements sociaux, le moins possible de comportements sociaux, juste ce qu'il faut pour la reproduction, pour s'occuper de ses jeunes. Il minimise les dépenses énergétiques pour la thermorégulation. Et en plus, il se nourrit en position assise ou en position couchée. Donc, pour arriver à se nourrir uniquement de bambou, le panda fait des prouesses de biomécanique et des prouesses d'économie d'énergie. C'est un modèle remarquable de paresse et d'économie d'énergie. C'est une qualité, c'est une vertu, la paresse, pour n'importe quel animal. Alors, si ça peut vous déculpabiliser, regardez ça. Bon, maintenant, pour comprendre le panda, il faut faire un pas de plus. Il faut faire un pas dans l'écologie de l'animal. Malgré sa haute performance à manger du bambou, en termes écologiques, sa niche alimentaire très pointue, très étroite, qui pose un problème supplémentaire.
Il est très vulnérable aux brusques changements de son environnement. Exactement comme l'ours noir, comme l'ours polaire. Donc, l'ours noir est un généraliste, l'ours polaire aussi, c'est un spécialiste. Essentiellement, l'ours polaire, c'est un mangeur de gras de phoque. Donc, vous connaissez très bien l'histoire. Si la banquise dure moins longtemps, si la banquise est moins répandue, il y a moins de phoques qui se reproduisent sur la banquise. S'il y a moins de phoques, l'ours polaire perd sa nourriture préférée. Le panda est exactement dans la même situation et il court le même risque. Alors que l'ours noir ne fait pas du tout face à ce genre, qui est un généraliste, ne fait pas du tout face à ce genre de risque. Parce que l'ours noir a une niche alimentaire très large. Quand une de ses nourritures favorites disparaît, il mange autre chose. D'ailleurs, il le fait très bien au cours des saisons, du printemps jusqu'au début de l'hiver, jusqu'à l'automne. Au printemps, quand il sort de la tanière, il mange des choses comme des bourgeons de peuplier, faux-trempe, des feuilles de peuplier faux-trempe. Plus tard, et des fans de d'orignal ou de caribou. Plus tard, il va manger des petits fruits. Plus tard, il va manger des feuilles et des glands. Puis entre deux, il va manger des insectes, des carcasses, puis des champignons, puis n'importe quoi. Donc, lui, il a une niche alimentaire qui est très, très large, généraliste. Donc, à cet égard, parce que le panda insiste ou s'obstine à manger du bambou, ça lui donne un défi supplémentaire qui est lié au mode de reproduction du bambou. Alors, le bambou, essentiellement, c'est une herbe géante, une graminée. Il existe des centaines d'espèces, autour de 2000 peut-être espèces de bambou. Et le bambou se reproduit normalement de manière asexuée, donc non sexuée, végétative. De la même façon qu'un fraisier ou d'autres graminées comme le chien là. Alors, vous avez ici une pousse de bambou. Vous voyez la racine qui est superficielle, un rhizome. Et il y a, sur le long de la racine ou du rhizome, à intervalles réguliers, il y a un nœud. Et à chacun des nœuds va émerger une nouvelle tige. Donc, le bambou se reproduit de cette façon-là, sans reproduction sexuée, la plupart du temps. Donc, vous vous retrouvez avec sur le terrain, le bambou se présente toujours de la même façon. C'est des talles de bambou. Et chaque talle est un clone. C'est le même individu génétiquement qui se reproduit. Donc, le bambou se reproduit comme ça normalement. Et là, à intervalles réguliers, un intervalle qui varie énormément d'une espèce à l'autre, ça peut être à tous les 20 ans, à tous les 40 ans, même jusqu'à les 120 ans. Là, tout d'un coup, les bambous se mettent à fleurir, se reproduire sexuellement, produire des graines, et là, l'individu meurt, la tige meurt, mais ça produit des graines. Et ce qui est encore plus embêtant pour le panda, c'est que cette reproduction-là, elle est très synchrone chez le bambou. Vous pouvez avoir toute une colline, tout un flanc de montagne, tous les bambous se reproduisent en même temps, la même année. Donc, le panda se retrouve donc devant une situation où son habitat, sa nourriture préférée, est complètement dévastée. Pendant des années, avant que les graines germent et produisent des nouvelles tiges, le panda se retrouve devant une forêt exactement dans la même condition que s'il y avait eu un feu de forêt ou une coupe à blanc. Il n'y a plus du tout de bambou dans son coin. Donc, si on explique ça en termes bon, évidemment, dans le milieu naturel, si ce moment de reproduction, ce que j'appelle un Big Bang de reproduction sexuée suicidaire, ça décrit exactement ce qui arrive au bambou. Mais si le panda se retrouve devant une situation comme celle-là, c'est catastrophique. Évidemment, ça peut très bien arriver si l'intervalle de reproduction sexuée chez le bambou est à tous les 60 ans. Un panda qui vit 20, 25, 30 ans peut très bien ne jamais voir ça. Mais si ça arrive pendant sa vie à lui, le panda n'a pas le choix, il doit déménager. Il doit soit monter de 100 mètres, 200 mètres dans les montagnes où il vit, ou descendre et espérer trouver la même espèce qui n'est pas en train de fleurir là, ou déménager dans la vallée suivante pour trouver peut-être une autre espèce qui est acceptable. Mais vous voyez, pour un animal qui a un domaine vital normal de 5 km, ce n'est pas évident de faire 20, 30 km pour aller dans la vallée suivante. Mais il peut arriver à survivre en faisant ça. Donc, c'est comme si la nourriture à laquelle le panda est aussi fidèle le trahissait d'un coup, en se reproduisant de façon sexuelle. Évidemment, le panda est incapable d'être fidèle, le bambou est incapable de trahir, mais le résultat est le même, que si on utilise ces mots en commun. Donc, c'est triplement remarquable que le panda arrive très bien à survivre, à se reproduire en mangeant du bambou. C'est triplement remarquable. D'abord, il arrive à le faire, même si en temps de course, il pourrait se nourrir de toutes sortes de choses, il pourrait être un omnivore comme les autres courses. Deuxièmement, il arrive à le faire même s'il est prisonnier d'un héritage de carnivores très défavorable, et il arrive à le faire même s'il est à la merci du mode de reproduction du bambou. Donc, quelle leçon on peut tirer en conclusion de cette histoire? D'abord, le panda nous surprend parce qu'il ne correspond pas à nos attentes. Nos attentes, c'est quoi? C'est qu'un carnivore mange de la viande et qu'un herbivore digère la cellulose. Il ne fait rien de ces deux choses. Il est excentrique en deux. Deuxièmement, parce qu'il est excentrique, il nous surprend, il attire beaucoup plus l'attention, il permet de beaucoup mieux comprendre comment la sélection naturelle peut bricoler des adaptations. Le deuxième pouce, l'articulation qui est surélevée, par exemple. Par rapport à une espèce ordinaire comme un chevreuil qui broute de l'herbe ou un ours noir opportuniste qui mange n'importe quoi.
le panda est beaucoup plus riche dans ses graines. Mais malgré ça, le panda n'est pas mieux adapté, il n'est pas moins bien adapté que toutes les autres espèces. Il est simplement adapté à un milieu particulier. Mais son alimentation, une niche alimentaire très étroite, le rend très vulnérable au changement de milieu. Donc, le panda est-il mal adapté? Devinez que non. Au contraire, le panda est merveilleusement bien adapté à deux circonstances extrêmement défavorables. Il fait une brillante carrière d'herbivore malgré un lourd héritage défavorable de carnivore. Et malgré, il arrive à survivre au mode de reproduction catastrophique de sa seule nourriture. Donc, la sélection naturelle a permis au panda de surmonter son destin d'ours et de survivre aux trahisons du bambou. Par contre, je ne crois pas que le panda puisse s'adapter à nous, l'être humain. Parce qu'aujourd'hui, quand son bambou meurt quelque part, d'une façon synchrone, le panda ne peut pas se déplacer de 100 mètres en altitude ou de 10 km, parce que ce qu'il va trouver dans ces endroits-là, c'est des terres cultivées, c'est des rizières, c'est des Chinois, par centaines de milliers autour du parc où on les trouve, qui sont aux prises avec leur propre problème de survie. En effet, parce que le panda est obsédé par le bambou, au point de se laisser mourir de faim, si son bambou meurt, il ne peut pas trouver d'autre nourriture. Et on a documenté, un des événements de floraison du bambou les mieux documentés est arrivé dans le parc de Wolong en Chine en 1983, qui est un des parcs principaux où on trouve encore des pandas. Et en 1983, localement, entre 30 et 80 des pandas sont décédés parce que le bambou est mort. Le panda avait nulle part où aller en dehors du parc parce que le parc de Wolong est entouré de 27 ou 29 villages où il y a des terres cultivées et des Chinois. Et pourtant, dans la même forêt, pendant que le panda mourrait de faim, un ours noir d'ici serait mort de rire. Parce qu'il y a plein de nourriture pour un ours omnivore. Et on n'a aucune idée pourquoi le panda est si obsédé par le bambou. C'est comme s'il avait signé un contrat à vie avec le bambou. Ça nous montre qu'on ne connaît pas encore parfaitement la biologie, puis l'origine, puis l'histoire évolutive du panda. Donc, si je résume un petit peu, on voit que, d'un côté, c'est grâce à ces adaptations comportementales que le panda peut survivre, malgré une physiologie et une anatomie défavorable des carnivores. C'est quoi les adaptations comportementales? C'est par exemple la sélection du bon habitat, la sélection de la bonne espèce de bambou, la sélection de la bonne partie de la plante de bambou à brouter, ensuite la grande habileté avec sa main et sa bouche pour manger d'une façon très sélective, ensuite minimiser les dépenses énergétiques et une alimentation en position couchée. C'est grâce à ces comportements-là que le panda est capable de manger du bambou malgré tout le reste. Mais c'est aussi à cause de la rigidité de son comportement que le panda est vulnérable à la reproduction du bambou. Vous voyez que d'un côté, c'est grâce à son comportement qu'il peut le faire. Puis ce comportement rigide, obstiné à manger du bambou, c'est une adaptation remarquablement efficace tant que le bambou est abondant. Mais quand le bambou disparaît, c'est une rigidité de comportement qui est suicidaire, qui est très dangereuse, qui est potentiellement catastrophique. Donc, ce n'est pas à cause de son anatomie et de sa physiologie que le panda ne peut pas être un omnivore comme l'ours noir sur le terrain. C'est à cause de sa rigidité de comportement qui l'empêche de s'adapter. C'était vraiment un cas extrême de rigidité comportementale. Donc, malgré les apparences, le panda est très bien adapté au bambou, mais il est très mal adapté à l'humain. La sélection naturelle, comme je l'ai montré, je pense, a fait des merveilles avec le panda, mais elle ne pourra pas le sauver de nous. Essentiellement, tous les problèmes du panda viennent de nous, et la seule solution à la survie du panda, ça vient de nous aussi. Il y a seulement nous qui pouvons permettre au panda de survivre. La sélection naturelle ne pourra pas le faire parce qu'il est coincé dans ses adaptations de carnivore. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter. Donc, si vous avez des questions, ça me fera plaisir. On pourrait éclairer plus la salle, peut-être, si on peut, que je dois... Ni notre chef d'orchestre lumineux. Qui illumine plutôt, pas lumineux. Mais... Oui, Jean-Pierre? Une question, j'aimerais savoir, le bambou, les feuilles ne tombent pas l'hiver comme ici, hein? Non. On voit qu'il y a de la neige. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas d'une façon synchrone. Ce n'est pas une plante...
Bon, je vais oser utiliser un mot que je n'ai pas utilisé, j'ai peut-être jamais utilisé de ma vie même, et qui vient d'un botaniste qui m'a enseigné en foresterie il y a très très longtemps. C'est une plante sempervirente, c'est-à-dire toujours verte. Mais les feuilles tombent, chaque feuille a son cycle, donc une tige de bambou peut perdre quelques feuilles, puis éventuellement elle peut perdre toutes ses feuilles, mais l'autre tige de bambou à côté, en même temps, va garder ses feuilles. Donc, quand on voit une forêt de bambou, c'est toujours vert. 12 mois par année, même quand il y a de la neige, donc, le panda, vous voyez, son obstination à manger du bambou, ça lui permet d'avoir accès facilement à une nourriture abondante 12 mois par année. Tant qu'il y en a. Vous voyez, c'est très avantageux, mais obsédé comme il est, ça vous dégoûte. Bonjour, monsieur. Dans les jardins zoologiques, ils nourrissent au bambou aussi, là? C'est-à-dire que dans les jardins zoologiques, ils essaient de donner le plus de bambou possible. Mais ils n'arrivent jamais à nourrir complètement juste avec du bambou. Et souvent, les vétérinaires dans les jardins zoologiques, probablement à raison, se disent bien, il faudrait idéalement compléter la nutrition de l'animal pour nous permettre d'avoir une meilleure santé, une meilleure vigueur, une meilleure longévité, une meilleure reproduction. Donc, on leur donne autre chose. Et quand on leur donne autre chose, ils le mangent très bien. Ils le digèrent très bien. Il faudrait que les pandas du zoo montrent le comportement aux autres pandas. Oui, mais ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus parce qu'en Chine, en Chine, vous savez, aujourd'hui, les Chinois font énormément, très efficacement pour la survie du panda. En Chine, on élève des pandas en captivité. En captivité, on leur donne du bambou, on leur donne autre chose. Puis là, quand on les met en nature, ils ne touchent pas à autre chose. Ils mangent du bambou. Même si, pendant peut-être la première année de leur vie, ils ont mangé autre chose qu'ils ont digéré dans le temps. Ils ont tête dure. Ils ont la tête dure. Comme quelqu'un m'a déjà suggéré, l'autre fois que j'ai présenté ce conférence-là, il y a peut-être quelque chose dans le bambou qui les drogue aussi. Peut-être. Et on comprend pas pourquoi. Parce que c'est un ours. Il pourrait être omnivore. Puis, le 1% dont je parle, le 99% c'est du bambou, mais l'autre 1%, c'est exactement le même genre de nourriture qu'on voit chez les ours noirs. C'est des carcasses, c'est des insectes, c'est des fruits, c'est d'autres choses. Et selon les saisons, dans ces forêts-là, c'est comme ici, c'est bourré de champignons, c'est bourré de fleurs, c'est bourré d'insectes, c'est bourré de toutes sortes d'autres plantes. Puis, Ils vont se laisser mourir. S'il n'y a plus de bambou, au lieu d'essayer une autre sorte de nourriture, ils vont se laisser mourir. Ouais. Et on a dit ça longtemps, puis les gens, les biologistes disaient non, c'est exagéré, c'est pas vrai. Mais en 83, à Wologne, les chercheurs américains et chinois qui étaient là l'ont documenté, je vous disais, localement, jusqu'à 80% des populations locales sont mortes parce que le bambou venait de fleurir et le panda était paralysé par ça. Il ne voit rien à côté. Il n'y a plus de bambou, mais il y a plein d'autres choses. Mais il ne touche pas. C'est incompréhensible. Oui, Paul. La population de pandas peut être évaluée à combien? Bon, pendant des années et des années, on a dit autour de 1000. Mais c'était fondé sur plus un espoir que des mesures. Et il y a 7 ou 8 ans, ou peut-être 10 ans maintenant, on a fait une étude plus systématique en récoltant les crottes de pandas. Parce que, vous avez compris, il y en a partout, les crottes de pandas. Et dans les crottes animales, comme vous pouvez voir, n'importe quel animal, on excrète un peu de mucus, donc on peut faire une analyse de l'ADN associé aux crottes. Donc ça permet d'identifier le nombre d'individus. Puis on utilise cette méthode-là, comme on peut utiliser une méthode de marquage de capture. Et avec ces méthodes-là, on a estimé finalement, il y a une dizaine d'années, qu'il y avait probablement, présentement, 2000 pandas vivants en nature. Donc c'était une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on pensait avant, donc il y en avait 2 fois plus qu'on pensait. Mais le grand problème du nombre de pandas, ce n'est pas le nombre total, c'est le nombre local. C'est que les populations de pandas, ou les 2000 pandas, sont distribuées par des petits groupes ici. Là. Donc, s'il y en a seulement 25 ici, c'est une population très, très petite qui est très vulnérable aux événements aléatoires dans l'environnement. Donc, une population de grands mammifères comme celle-là, le chiffre qu'on entend le plus souvent, c'est de dire une population de grands mammifères comme celle-là n'a pas vraiment de bonnes chances de survivre génétiquement à long terme s'ils sont moins de 500. Parce que des 500, il faut en soustraire un certain nombre, c'est ce qu'on appelle la population effective, c'est-à-dire combien d'individus apportent des gènes dans la population en se reproduisant. C'est toujours moins, ce nombre est toujours plus petit que le nombre total. Donc, l'avenir génétique du panda à long terme est inquiétant. Même s'il y en avait 2000, 3000. Si on pouvait les regrouper, on améliorerait la situation. Puis l'autre problème qu'on a en Chine, donc, comme je disais tantôt, on en élève en captivité,
Idéalement, éventuellement, on veut les relâcher dans le milieu sauvage, mais où voulez-vous les relâcher puisque les milieux sauvages sont de plus en plus rares? Puis on ne peut pas reprocher aux Chinois qui sont là d'être pris aux prises avec leurs propres problèmes de survie. Je veux dire, c'est une question philosophique profonde qu'on peut se poser. Si on a le choix entre sauver un enfant chinois ou un vieillard chinois et tous les pandas, qui on va choisir? Alors, même si on pose le problème en termes extrêmes comme celui-là, il y a un gros dilemme éthique, moral. Le Canada a reçu 2 pandas en cadeau l'an passé ou pas? Si tu vois ça? Ils ont été prêtés, je pense. Non? Pas prêtés, ça. Ils ont été prêtés, il me semble qu'ils ont été prêtés, si je ne me trompe C'était pas, quelle espèce? aux autres de Toronto. Non? Ah bon? En fait, vous n'avez pas rencontré ces pandas. Non. Non, je ne connais pas ces deux-là personnellement. Puis eux n'ont pas la chance de te connaître. Si tu le dis comme ça. C'est ça. Est-ce qu'ils ont des prédateurs, les pandas, à part nous ou à part. Ben, dans le passé, quand il y avait moins de gens dans le coin, il y avait 2 prédateurs principaux. Il y avait le léopard et les tigres. Parce que c'est des milieux où il y avait beaucoup de léopards et de tigres. Et donc, ils subissaient la prédation. Mais même pour un tigre, un panda, c'est pas une proie facile parce que c'est quand même un ours. Hein? Et il a l'air cute, là. On a envie de le flatter, là, mais c'est un ours, c'est un animal sauvage. Donc, on ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu de taux de prédation très élevé. Aujourd'hui, en tout cas, c'est plus une menace. Et apparemment, le panda est protégé par les Chinois depuis très longtemps, même par les cultivateurs dans ce coin-là qui n'ont jamais entendu parler des organismes de conservation de la nature. Le panda est vénéré, pour toutes sortes de raisons, depuis très longtemps. Donc, c'est pas là qu'il y a le problème, c'est la destruction de l'habitat. Les gens utilisent l'habitat pour l'agriculture, pour les pâturages, sans être vraiment conscients de l'impact énorme que ça a sur le panda. Par rapport à sa coloration, J'écoute vos suggestions. Personne n'a aucune idée pourquoi. Je disais parfois à la blague, c'est pour faciliter la classification des ours. On a des ours blancs, des ours noirs, des ours noirs et blancs. C'est facile. Et on n'a aucune idée. C'est un patron de coloration extrêmement visible et ostentatoire, comme on dit dans un contexte. Mais pourquoi? On ne sait pas à quoi ça sert. Puis même quand on observe attentivement les parades sexuelles et les parades agressives, on ne comprend pas pourquoi une espèce a développé ce patron-là aussi marqué, aussi excessif. On ne sait pas. Une autre question pour les jeunes biologistes comme vous. Merci. Oui. Une question. Est-ce qu'on a déjà, quand même, merci de la question toujours appréciée. Est-ce qu'on a déjà observé des petites variations comportementales dans les différents groupes de pandas, donc des variations culturelles? Je vois venir avec la question. Non, pas de connaissance. Pour des raisons évidentes. C'est très difficile d'observer des pandas en nature. Parce que vous voyez, c'est des animaux très discrets, solitaires, forestiers, montagnards. Les grands défauts, ça, pour une personne qui voudrait étudier le comportement social sur le terrain. Donc, la plupart des études qu'on a faites chez le panda, c'est des méthodes indirectes. Vous avez vu peut-être une des photos au début, là, il y a un collier, on voit un collier émetteur qui dépasse du coup, là. Alors, on en met des colliers émetteurs pour étudier les déplacements, les domaines vitaux, etc., pour pouvoir les approcher. Donc, des méthodes indirectes, les études des traces, des fesses. Mais l'observation directe des pandas en nature, quand quelqu'un réussit à observer 2 pandas ensemble qui se font la cour, ça fait 20 pages dans le National Geographic. Déjà, les Chinois font beaucoup. Puis on sait un peu ce qu'il faudrait faire pour maximiser la variabilité génétique, l'importance de la variabilité génétique, puis on a des méthodes pour la mesurer puis voir si elle se dégrade ou non. Donc on a les méthodes qu'il faut, mais est-ce qu'on est prêt à mettre les ressources? En termes philosophiques, on pourrait dire que le panda ne vaut pas plus qu'une espèce de crapaud en termes de conservation des espèces menacées, mais il vaut peut-être plus parce que c'est un symbole quand même. C'est un animal qui c'est facile d'allumer la compassion pour la conservation de la nature en général sur le panda. Donc, on a des bonnes raisons pour faire sauver le panda, mais les ressources sont quand même limitées. Vous allez toujours trouver des gens qui vont vous dire il ne faut pas sauver le panda au détriment des Chinois. Donc, je n'ai pas le choix d'être optimiste, mais
j'ai comme l'impression que d'ici une trentaine d'années, il y aura peut-être plus de vraies populations de pandas sauvages. On aura peut-être des populations semi-clôturées, comme on fait en Afrique du Sud avec certains parcs maintenant, des situations de ce genre-là, mais des pandas vraiment laissés à eux-mêmes dans les montagnes, comme avant, des populations viables génétiquement à long terme. Je ne suis pas sûr que ça va. La plupart d'entre vous, quand vous avez mon âge, je pense que vous allez devoir constater que ça n'existe pas. Mais c'est pas. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais c'est pas. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que l'animal mérite d'être sauvé parce que c'est un emblème de la conservation. Encore une fois, comme n'importe quelle autre espèce, j'ai travaillé assez souvent en Inde et dans des pays asiatiques où on dit ben, on veut sauver l'éléphant. On ne veut pas sauver l'éléphant pour l'éléphant. C'est que pour sauver l'éléphant, il faut une forêt suffisamment naturelle et assez grande. Si on a une forêt assez grande pour les éléphants, on a une forêt qui abrite énormément de biodiversité de toutes sortes d'autres choses. C'est la même chose pour le panda. Si on sauve les forêts naturelles du panda, ben on a en même temps sauvé l'écosystème, on a sauvé l'habitat, on a sauvé toutes les espèces associées dans ce milieu-là. Donc, ce n'est pas le panda juste pour le panda. C'est le panda comme espèce parapluie, comme on dit, ou comme symbole, ou et puis comme comme je disais en conclusion, puisque les difficultés du panda dépendent de nous, on est responsable d'essayer de sauver le panda. C'est pas comme si c'était pas une faute. Qu'est-ce que tu écris à l'autre? C'est l'idéogramme chinois. Je ne connais rien en chinois, j'ai fait confiance à ce qu'on m'a dit. Ça veut peut-être dire Coca-Cola, je n'ai aucune idée. Mais apparemment, ce que ça dit, ça dit gros chat ours. Et le panda, chez les Chinois, le panda est associé, et chez les scientifiques qui l'ont décrit au début, il est associé au félin. Pour toutes sortes de raisons. Si vous regardez le nom latin du panda géant, c'est Ailuropoda, puis du petit panda, c'est Ailurus. Bien, le préfixe latin, je ne sais pas si c'est latin ou grec, mais Ailuro, ça veut dire chat. Comme dans la ailurophobie, les gens qui ont peur des chats ou qui ont une phobie des chats. Donc, on y voit le chat. Puis, on pourrait parler longuement de l'anatomie. Si on regarde sur une des photos, vous n'avez pas remarqué, mais le foramen magnum à l'arrière du crâne, le grand orifice par où passe la moelle épinière. Chez les autres carnivores, vous pourrez le voir sur le crâne ici, chez les autres carnivores, c'est tout à fait à l'arrière du crâne, ce qui permet à un loup, par exemple, ou un ours d'avoir la tête orientée vers l'avant. Chez le panda, c'est beaucoup plus ventral, ce qui lui permet d'être confortable en position assise ou couchée pour manger. Il n'y a pas besoin de forcer le cou pour baisser la tête comme ça, c'est naturel, comme chez nous. Avec le sac de chips dedans. C'est pas fatigant de garder la tête comme ça, mais le panda. Donc, il y a beaucoup d'adaptations de ce genre-là qui le rapprochent. La façon de se déplacer, la fourrure soyeuse. À tort ou à raison, les Chinois l'ont toujours associé au chat. Donc, les premiers scientifiques qui ont donné les noms latins ont respecté ça en disant Ailuropoda ou Ailurus. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires? Oui. Ah, ça, c'est un ours. Donc, le mode de reproduction est très particulier chez les ours en général. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'implantation différée. C'est-à-dire que la femelle s'accouple et l'embryon commence à se développer. Et là, le développement de l'embryon s'arrête pendant plusieurs mois. Et l'embryon reste flottant dans l'utérus pendant plusieurs mois. Et le développement de l'embryon s'implante dans la paroi de l'utérus plus tard. Donc, si on mesure toute cette durée-là, c'est pratiquement 8 ou 9 mois. Mais la gestation active après l'implantation, c'est seulement autour de 2 mois. Parce que le jeune naît à l'état larvaire, comme chez les ours. Le jeune naît minuscule par rapport à la femelle. Chez un ours noir d'ici, à la naissance, les oursons sont à peu près de la taille d'un écureuil. Ils sont nus, les yeux sont fermés, ils sont presque incapables de bouger, ils se fixent sur la mamelle et ils terminent. Qu'est-ce que ça nourrit uniquement son bras corporel? J'ai oublié les détails exactement, mais ça produit une acidité très élevée du sang de la mère. Et ça, c'est très désavantageux. Ça peut être très désavantageux pour le jeune. Donc, le jeune naît très, très tôt. Il naît à l'état larvaire, puis là, il termine son développement sur la mamelle. Mais comme la femelle panda n'a pas ce problème-là, elle continue de manger à la mélange, peut-être qu'elle a conservé ce mode de reproduction par héritage évolutif, même si maintenant, elle pourrait être enceinte 2, 3, 4 mois de plus, puis avoir un jeune qui naît avec la fourrure, qui est mobile, comme d'autres espèces de mammifères.
Donc, la réponse est compliquée parce que, à cause de l'implantation différée, puis du fait que le gène est très petit à la naissance. Il est à la naissance. C'est le bon moment pour moi. Pardon? Est-ce qu'ils ont des portées de... C'est très très rare. Normalement, un seul. Mais en captivité, parfois en captivité, on pratique l'implantation, la fertilisation artificielle, ou des fois même l'implantation d'embryons. Parfois, ils en ont plusieurs. Puis là, comme ils sont nourris de toutes sortes d'aliments riches en énergie, en vitamines, en fluorés, donc là, elle est capable de faire ça. Mais ce qu'on pense, c'est qu'en nature, même si le petit est minuscule à la naissance, la femelle n'a tellement pas de réserve, elle doit compter chaque calorie pour sa propre survie. Normalement, elle a seulement un chaque. Donc, c'est un autre élément qui nuit aux chances de survie à long terme. Les taux de reproduction sont très faibles, la famille ne se reproduit pas la première année, un seul jeune à tous les 2 ans à peu près. Donc, Si ça vous tente de vérifier les crânes, vous pouvez. Si ça vous tente d'avoir des lectures extraordinaires, vous pouvez. Donc, ça peut vous changer avec Bruno, avec Adam, un peu par rapport au livre Mystère sans magie, c'est un livre vraiment trippant pour ceux qui se questionnent sur la science, la connaissance dans la société. Les autres sont sûrement très intéressants. Vous les procurez les 2 derniers.